Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe. Alors, je vais vous parler du stress dans le cadre de l'entrepreneur. Le stress, c'est l'ensemble des réactions que le corps exprime face à un environnement ou une pression externe. Ça concerne l'entrepreneur à deux titres. Ça concerne l'entrepreneur dans sa façon de se gérer lui et dans la façon de gérer ses collaborateurs. Le stress a une réaction sur le corps différente selon qu'on le considère comme subi ou qu'on le considère comme choisi. Quand il est subi, ce que l'on observe physiologiquement, c'est qu'il va avoir cette tendance à priver le cerveau d'oxygène au détriment des membres inférieurs et supérieurs. En gros, le stress dans ces conditions, il va chercher à aider l'organisme à se battre physiquement. En général, on n'a pas besoin de se battre physiquement. En général, quand on est stressé, se battre n'est pas la bonne réponse. On a besoin au contraire de réfléchir très fort avec son cerveau. Et manifestement, les effets du stress ne permettent pas ça. Quand on est dans le cas d'un stress euh, décidé, qu'on a l'impression d'être celui qui s'est imposé ce stress, on est dans le cadre du jeu. On va essayer de gagner un match de tennis. L'enjeu est excitant. Et là, dans ce cas-là, il va y avoir plus de flow, une accélération des flots de sang vers le cerveau. Le problème, c'est que effectivement, dans une confrontation physique, on n'a pas intérêt à réfléchir. Vous voulez gagner une partie de golf, le mieux, c'est d'amener l'autre à réfléchir sur son geste. Le grand truc est de demander au golfeur avisé de bien réfléchir au moment où il tape sur sa balle, à son alignement, à ses appuis et à son balancé. Et la balle va très certainement partir dans un hook ou un dog vers la droite, vers la gauche, mais certainement pas tout droit comme il voudrait. La raison est que euh, le fait de réfléchir consciemment à son geste va ralentir le geste, va le forcer les mouvements et donc à l'évidence mettre par terre le beau geste qui part tout seul quand on n'y réfléchit pas. Si au contraire le joueur pense à trois mots aléatoires qui seraient ciel, fleurs et cacahuètes, la balle a beaucoup plus de chances de partir droite. Donc, qu'est-ce qui maintenant va avoir un effet stressant? Je vais faire référence là aux travaux de David Rock, dont le livre Your Brain at Work est en commentaire. David Rock parle de cette façon qu'a le cerveau de s'enflammer, qu'on voit très bien sur un IRM, c'est-à-dire dans le système limbique. Donc imaginez le cerveau comme étant trois couches qui partent du cervelet qui est là pour les actes réflexes nécessaires à la vie, respirer, digérer, enfin des choses comme ça. Et il y a autour un cerveau qui est beaucoup plus sophistiqué, mais en même temps très ancien, très optimisé, qui coûte peu d'énergie et qui est le qu'on appelle le système limbique, avec dedans les amygdales qui sont le centre de, de la réaction à la menace, avec dedans des éléments qui permettent de faire la part de ce qu'il faut retenir pour survivre, de ce qui est intéressant euh, de ce qui est intéressant comme euh, opportunité, etc. Donc ça, ces éléments-là, c'est un cerveau très simple, inconscient, qui permet de faire le tri et de réagir très rapidement.
Et puis on a par-dessus le cortex, qui est la partie la plus récente, qui est celle qu'on estime être le siège de l'intelligence, mais l'intelligence est beaucoup plus répartie que ça. C'est celle qui a le rôle, c'est comme ça que David Rock le décrit, le rôle du chef d'orchestre. Donc celle qui va dire intéressant cette image, garde-la un petit peu plus longtemps que ce qu'on fait d'habitude, et que je commence à éventuellement demander à d'autres parties du cerveau de la stocker, de la traiter. Enfin, c'est quelque chose qui est finalement assez lent, assez coûteux en énergie, mais qui fait effectivement la différence entre l'homme et les animaux, on est on est dans une conscience de la pensée. Euh, donc sous IRM, on est capable du coup de voir ce qui paraît être une menace, puisqu'on va avoir là quelque part dans cette zone-là une zone qui va se mettre à, à montrer des signes d'activité intense quand on se sent menacé. Donc par exemple, quand on voit quelqu'un courir vers soi avec un couteau ensanglanté, là on sent une menace très forte. Et David Rock va parler du scarf, du foulard, donc le foulard qu'on a autour du cou, et qui va, quand quelqu'un vient essayer de le toucher, nous alarmer très fortement. Très fortement, c'est-à-dire autant que quelqu'un est en train de courir vers nous avec un couteau ensanglanté. Et Scarf, en fait, c'est SCARF, ça fait 5 concepts, 5 éléments qui sont perçus comme une vraie menace. Alors, le premier S, c'est le statut social. Le deuxième, c'est certainty, la certitude du futur. A pour autonomy, le sens d'avoir son autonomie qui est menacée ou pas. R pour relativeness, c'est le rapport aux autres. Et F pour fairness. Fairness, c'est l'équité. Et quand un de ces éléments est touché, on juge ça comme étant une vraie menace. Notre cerveau, de manière quasi automatique, l'identifie comme une vraie menace. Donc, comme quelque chose contre lequel il va devoir réagir, en général, avec le stress. Alors, statut, c'est lié au fait qu'on a pendant des années, des siècles, une centaine de siècles, en fait 250 000 ans pour faire court, euh, on a évolué sous forme dans le cadre une tribu donc du Paléolithique, des chasseurs-cueilleurs qui vivaient avec avec assez peu de ressources, avec une, une, une capacité à être mort de faim parce que les saumons seraient pas arrivés à temps ou parce que les rennes auraient décidé de faire un détour dans leur transhumance. Donc face à ça, euh, euh, savoir si on est haut ou bas dans le statut du groupe est essentiel, puisqu'on va être nourri avant ou après. Euh, donc du coup, on va voir on va voir des réactions très extrêmes à chaque fois que quelqu'un a le sentiment que son statut est remis en cause. Sergenti, pareil, là, dans la tribu paléolithique, la, la grotte qu'on avait l'habitude d'utiliser est inondée. Bon, bah, tant qu'on n'a pas trouvé une nouvelle, on peut pas dormir. On peut pas dormir et on va pouvoir marcher autant que nécessaire pour en trouver une. Euh, L'autonomie, ben, le moment où les gens commencent à décider à notre place, c'est pas un bon moment. C'est l'esclavage, c'est la dépendance. Donc, encore une fois, le stress est là. Le rapport au groupe, si on est exclu du groupe, c'est la mort. Euh, euh, une auteure anglo-saxonne avait écrit une série de livres qui s'appelait Les Enfants de la Terre, Children Earth, et elle, elle mettait comme idée que la façon de condamner à mort quelqu'un qui a fait une grosse faute dans le groupe,
c'était de considérer qu'il n'était plus dans le qu'il avait été banni et qu'en fait on ne pouvait même plus le voir parce que si on le voyait, c'était ce qu'on voyait, c'était en fait son ombre et qui voulait nous emporter avec elle, donc il fallait qu'on ne la voit pas. Voilà. Mais ce qu'on veut dire, c'est que sorti du groupe, l'individu était condamné à mort. Donc du coup, l'appartenance au groupe est essentielle et la façon de tester la sensibilité qu'a l'homme au relativeness, c'est de le mettre dans un IRM et de lui montrer qu'il est en train de jouer à la balle, en train de passer la balle aux autres et il s'aperçoit que les autres ne lui passent plus la balle. Ça, ça fait mal. Fairness, l'équité, eh bien, des chercheurs ont essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer les révoltes dans le monde paysan du Moyen Âge. C'est grand, hein, le Moyen Âge, c'est 10 siècles. Et puis bon, si on couvre l'ensemble de l'Europe, ça fait beaucoup de situations différentes et donc beaucoup de révoltes et en fait pas de point commun, pas de, pas de cause première. L'économie, bah, parfois elle était bonne, parfois elle était mauvaise. L'autorité, bah, parfois que c'était un seigneur bénévolent, parfois c'était un seigneur tyrannique. Euh, Rien de commun, si ce n'est qu'à chaque fois il y a comme déclencheur un sentiment un sentiment d'injustice. Et de manière étrange, la dernière grande révolte qu'on a pu vivre, qui est le printemps arabe, il y a à la base une injustice ou un sentiment d'injustice, puisque dans une petite ville de 10 000 habitants au fin fond de la Tunisie, euh, un commerçant a décidé de s'immoler, de se suicider euh, en public pour bien montrer que vraiment il était une victime. Et la veille, il avait eu une altercation avec une policière et qui lui avait supprimé sa marchandise pour X raisons, mais une injustice d'après lui et d'après les gens qui sont rentrés en rébellion derrière. Donc voilà les cinq éléments qui vont stresser. Alors, quand c'est vous entrepreneur, on est capable de se dire que le statut, c'est pas vraiment un problème, que la certitude sur le futur, ça met pas en cause la vie, au sens où c'est peut-être, enfin ça pourrait être stressant, mais il n'y a pas de raison que ce le soit autant et que ce soit autant une alarme pour le corps que quelqu'un en train de courir vers vous avec un couteau ensanglanté. Il n'y a pas de raison. Il n'y a plus de raison. Il y avait une raison quand on était dans le paléolithique et où la vie ne tenait qu'à un fil, mais dans notre monde actuel, il n'y a pas de raison. Où il n'y a plus de raison. Euh, Pareil pour la certitude, pareil pour l'autonomie, pareil pour la relation avec le groupe, pareil pour l'équité. En revanche, pour vos collaborateurs, ils ne savent pas forcément ça, et vous, vous avez le devoir de ne pas y toucher, ou quand vous y touchez, de faire attention à ce que tout le monde comprenne bien qu'il n'y a pas raison d'en être stressé. Alors, deux éléments restent à traiter. Euh, le cas du stress qui est là malgré tout, parce qu'il est réel. Donc pour l'entrepreneur, le stress non subi, enfin subi pardon, est un stress assez rare, mais qui est quand même réel quand l'entreprise par exemple est en difficulté. Dans ce cas, euh, il y a un devoir de lutter contre le stress et donc cette lutte ne peut passer que par la lutte contre les effets du stress et les effets contrôlables du stress. Le stress va augmenter la pression artérielle, va augmenter le rythme cardiaque, va injecter des hormones, notamment l'adrénaline, dans le sang. Et l'ensemble de ces éléments sont très difficiles à contrôler pour un individu normal. En revanche, le stress va aussi augmenter une forme de pression dans l'abdomen et va augmenter la ventilation. Cette partie-là, la ventilation, est quelque chose sur lequel on peut travailler de manière consciente. On peut décider du rythme auquel on respire. Et c'est souvent donc par là qu'on va récupérer la main euh, sur le corps dans la lutte contre le stress. L'ensemble des civilisations l'ont bien compris, puisque l'ensemble des civilisations ont intégré des mécanismes de récupération
d'un rythme de respiration normal qui va lui entraîner une respiration, un rythme cardiaque qui va se redevenir, qui va s'apaiser. En fait, on va couper dans une loupe de rétroaction, c'est-à-dire une boucle dans laquelle le corps va dire: «Ouh, je suis stressé. D'ailleurs, mon cœur bat très vite. D'ailleurs, ma respiration est oppressée, donc c'est bien normal et je recommence». Mais si on arrive à couper cette boucle au niveau de la respiration, on dit: «Mais non, regarde, la respiration est normale. Ah, peut-être que je dois alors réduire le cœur. Ah, mais d'ailleurs, ça marche et ça réduit ma respiration». Et finalement, on reprend le contrôle sur une sorte de cercle vicieux. Donc les civilisations euh, euh, ont toutes cherché à permettre un travail là-dessus. Euh, dans la forme moderne et, et neutre de tout engagement philosophique ou religieux, on parle de la euh, méditation de pleine conscience. Mais pour la religion catholique, par exemple, on va parler du chapelet qui va obliger pendant une vingtaine de minutes le pratiquant à respirer sur un rythme de une respiration toutes les 10 secondes. Donc 6 respirations par minute qui va amener le cœur, lui, à se stabiliser et à redevenir beaucoup plus calme et régulier. Euh, la respiration, la méditation de pleine conscience, c'est le fait de se mettre dans un état où on s'interdit de penser au futur ou au passé, à ce qu'on va faire ou ce qu'on aurait dû faire, pour se concentrer sur l'état dans lequel on est actuellement, sur euh, le vent sur sa peau, l'air qui rentre dans ses poumons et qui ressort, euh, la musique qui nous entoure, ce qu'on ressent là maintenant, en s'interdisant toute incursion du futur ou du passé. C'est-à-dire qu'ils vont certainement venir et on va les remettre de côté. Se dire qu'on aura le temps d'en parler après. Une vingtaine de minutes minimum, jusqu'à une quarantaine. Très très long au début, très très difficile. Mais chez des individus qui n'ont jamais pratiqué la méditation, on s'aperçoit qu'en 15 jours, 3 semaines, leur cerveau va devenir différent. À la question comment te sens-tu, dans quel état es-tu, ils vont avoir, avant méditation, avant d'apprendre la méditation, une zone du cerveau qui va s'illuminer. Après, trois quatre zones de plus vont s'éliminer, vont rentrer en activité. Donc on va avoir développé des capacités supplémentaires de la même façon que s'ils avaient fait 20 minutes d'exercice par jour sur l'épaule, ils auraient vu un muscle de plus ou une augmentation de la masse musculaire. Donc le cerveau a cette même capacité, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Donc la pratique de la méditation permet de reprendre le contrôle sur son corps, permet aussi de prendre une forme de distance face aux événements qui arrivent, et donc est la meilleure façon de lutter activement contre le stress. Voilà, c'est à peu près tout. Donc en résumé, prenez en compte le fait que vous avez une action stressante sur vos collaborateurs, et donc c'est probablement pas une bonne idée si vous voulez pouvoir utiliser leur cerveau. Deuxièmement, dans certains cas, le stress peut vous atteindre vous, et la bonne façon est de le considérer comme un stress utile, intéressant, quelque chose qui va vous aider à challenger. Et la deuxième façon est de reprendre le contrôle sur son corps par le biais de la méditation. Merci pour votre écoute et votre temps, et j'espère vous faire une autre petite conférence rapidement.